497e épisode, 497e épisode. Cette fois-ci, je me suis pas trompé de numéro, donc on peut y aller. Nos auditeurs français qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils ont aussi les Belges avec leur numéro d'épisode, on n'en a pas assez avec nos numéros de chaîne qui changent. Ah oui, c'est vendredi. c'est vrai là, donc non, c'est parce que la semaine passée j'avais dit 495 alors que c'était 96 et donc aujourd'hui c'est juste. Il faut faire attention parce que il faut que ça tombe juste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudrait pas se tromper. Nouvel épisode donc des Technos avec d'un côté Xavier. Salut Xavier. Yo. Et de l'autre côté, vous l'avez déjà entendu, Sébastien. Salut Sébastien. Je n'arrive pas à me taire. Bonjour, bonsoir. Et donc, avec eux, nous allons passer en revue une certaine revue de presse. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est vrai que tout le monde ne parle pas des mêmes choses, chacun ses affinités, etc. Et donc, ici, il n'y a quasiment pas, ou presque pas, ou, allez, peut-être un tout petit peu, et ce sera de ma faute, pas d'intelligence artificielle cette semaine. Du coup, là... on perd les 2/3 de nos auditeurs, quoique je pense que tout le monde en a un petit peu soupé de l'intelligence artificielle, donc ça va donner comme ça à tout le monde, à tous les technophiles qui nous écoutent, une espèce de respiration. Ah, ça sent le printemps, c'est fantastique, pour une fois, voilà. Voilà, alors on respire, évidemment. N'hésitez pas à commenter cet épisode comme vous avez peut-être déjà l'habitude de le faire, à le partager, tant qu'à faire, à mettre des étoiles sur les applications de podcast, etc. Bref, à nous mettre en évidence dans vos réseaux et n'hésitez pas également à vous abonner à notre infolettre. Vous la retrouverez sans grande difficulté via notre site, c'est lestechno.be. Vous vous y abonnez. Vous recevez qu'une seule infolettre par semaine, le vendredi, pas de spam avec nous. Et par là, on vous partage tout ce dont on ne parle pas dans l'épisode de la semaine, puisque nous faisons tous les chroniqueurs une veille technologique hebdomadaire et pour pas que ça reste là comme ça sur nos serveurs, eh ben on partage ça avec vous. Comme ça, vous avez une sélection d'actualités à la mode techno en plus de ce qu'on vous propose dans l'épisode. Et on commence avec Xavier. Xavier, Astradia veut remplacer votre GPS. De quoi se mêle-t-il ? Alors, si tu voulais prendre l'air, je vais vous emmener sur les grands horizons. Je vais parler d'un système de navigation. En fait, c'est un système. Bon, on sait que pour le moment, tout ce qui est navigation par satellite, on remet ça de plus en plus en cause parce qu'on se dit que s'il y a une attaque, s'il y a un brouilleur ou autre, eh bien tous ces systèmes peuvent être corrompus. Et il y a une société française qui s'appelle Sodern, c'est une filiale de Ariane Group, qui a développé un système de navigation un peu révolutionnaire qui peut se passer justement des signaux GPS et qui est tout aussi précis. Alors comment ça fonctionne ? Astradia, c'est son nom, c'est un viseur d'étoiles qui va pouvoir fonctionner de jour comme de nuit, simplement en scrutant la voûte céleste et même en journée pour déterminer la position et l'orientation d'un système de navigation, notamment un aéronef. Ce système va permettre vraiment de se géolocaliser de manière très précise, du coup sans GPS, qui sont soumis à des interférences, parfois à des attaques, et le système va être également très efficace, même dans les endroits où il n'y a pas du tout de signaux satellites, ce qui est un des objectifs, parce que on sait que sur la Terre, il y a encore des endroits qui sont plus ou moins bien couverts de satellites. Ici, on ne dépend pas du tout de ça, mais du coup, c'est aussi un avantage majeur, c'est que ce système va être très discret, parce qu'il n'émet aucun signal, c'est juste de l'observation. Donc, il est indétectable par des systèmes de surveillance adverse, et donc ça peut être utilisé aussi bien dans le privé que dans le secteur militaire, évidemment, avec un haut niveau de furtivité. Alors, j'ai relevé cette news parce que je trouve que c'est intéressant
de revenir un petit peu à des outils qui ne dépendent pas de tout ce qui a déjà été étendu comme réseau, comme satellite, etc. Parce qu'on sait que c'est une des failles majeures. Aujourd'hui, les outils comme Internet, les GPS, etc. sont des systèmes qui peuvent faire tomber des pays entiers très rapidement. Avec des systèmes comme ça, on ne dépend plus de tout ça. Donc c'est ça qui m'a fait relever cette petite news aujourd'hui. Et donc, c'est par rapport au positionnement des étoiles, il se reconnaît, c'est un espèce de sextant un peu moderne, quoi. Enfin très moderne pour le coup. Ah oui, c'est pas nouveau, on fait ça depuis des siècles de trouver la possibilité. Et sauf que là, c'est par rapport à une carte, enfin j'imagine que c'est par rapport à une cartographie du ciel qu'on dit tiens, la grande ours est là, le machin est là, donc je suis là. Certainement. Et alors je sais qu'il y a ce qui s'appelle une centrale inertielle, donc j'imagine que ça tient vraiment compte aussi en déplacement, des déplacements, etc. Ça recalcule en permanence. Et puis, ça fonctionne pas seulement de nuit par beau temps, mais à tout moment. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est autonome. Enfin, c'est autonome dans le sens où ça a quand même besoin d'énergie, on suppose, mais c'est autonome dans le sens où, effectivement, tu n'as pas besoin de satellite, tu n'as pas besoin de connexion à Internet, tu n'as pas besoin de rien, en fait. Ça fonctionne tout seul. J'imagine qu'ils utilisent les infrarouges pour que ça fonctionne de jour ou bien même quand il y a des nuages, parce que sinon je vois pas trop comment ils feraient. Oui. Mais ça, j'ai pas l'info. Si il faut voir aussi avec la pollution urbaine, par exemple, parce qu'on voit pas beaucoup d'étoiles quand on vit en ville. Hein. Donc, faut être honnête. Donc, faut voir aussi dans quelles conditions. Mais c'est génial en tout cas comme idée. Finalement, je pense que ça. Potentiellement, ça pourrait même être encore plus précis qu'un. Je suis pas assez spécialiste pour ça, mais j'ai l'impression que ça pourrait être même encore plus précis. En tout cas, l'idée derrière permettrait d'être encore plus précis qu'un GPS, parce que vu les distances qui nous séparent des étoiles, en fait, on est avec des calculs qui peuvent être vraiment très 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 précis. Je pense, par analogie, je pense à ce gars, on en avait parlé il y a très longtemps dans les technos, qui sur base de simplement un Street View sur Google pouvait dire où ça se trouvait. Et donc, j'imagine le même personnage qui est capable, en regardant le ciel, en disant alors là c'était l'étoile, l'étoile du berger, là c'est machin. Je suis donc à 24 nord. Oui, c'est ça, qui se calcule lui-même la longitude et la latitude. C'est Sheldon. C'est ça. Donc, mais bon, voilà. Ok, j'avais pointé cette news aussi, Xavier, à peu près au même moment que toi. Voilà, oui. Et je vous avoue que si Xavier l'avait pas mis dans la conduite, c'est moi qui l'aurais mis dans la conduite. Oui, c'est ça. Voilà, c'est super astucieux. Ça nous a tous marqué cette semaine. On est tous tombés dessus, effectivement. Alors là, j'ai envie de vous dire, sur cette info-là, c'est empreinte carbone 1, éolienne 0. Oui, ça me fait rire un peu le contraste entre les deux. Non, mais parce que là, franchement, l'idée, c'est de transporter des éoliennes en avion, et pour ce faire, il y a un avion qui a été conçu, qui est le plus gros, paraît-il. Enfin, en tout cas, il n'est pas conçu encore, je pense qu'il est à l'état de maquette, hein, c'est ça Voilà. Et donc, ça va être présenté, c'est bientôt le Salon du Bourget. Ouais. Mais en fait, la presse l'a pas présenté comme ça. La presse l'a présenté comme étant le plus gros transporteur aérien au monde. Effectivement, il va être pas transporté, enfin oui, transporté aussi, mais il va être présenté au salon aéronautique du Bourget qui se déroulera donc au Bourget, à côté de Paris, du 16 au 22 juin. Alors comme tu l'as dit Marc, il n'est pas encore fabriqué, c'est une maquette, mais de taille réelle, et la société, ça s'appelle Radia, et le nom de l'avion, ça s'appelle le Windrunner. Et quelle que soit la métrique qu'on regarde pour cet avion, ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce qu'on fait aujourd'hui. Ils annoncent une capacité de 7700 mètres cubes. Alors comme ça, moi, ça me disait rien, mais si je vous dis, c'est 12 fois la capacité cargo d'un Boeing 747. 12 fois. Une seule charge utile jusqu'à 80 tonnes. Ouais. Il peut atterrir sur des pistes non goudronnées. Donc ils montrent des exemples sur leur site web d'atterrissage sur des déserts relativement plats, là où on construit des parcs éoliens justement, sans piste goudronnée, avec une piste de 1800 mètres, moins de 2 km, qui, de nouveau je suis pas expert en aéronautique, mais ce qui apparemment n'est pas beaucoup pour des avions aussi grands, et ça pourrait prendre une pale d'éolienne de 100 mètres, en sachant que les grosses éoliennes aujourd'hui font 70 mètres, je parle pas de la hauteur de l'éolienne, je parle de la longueur d'une pale, d'une seule pale.
Pourquoi ça va être présenté au Bourget? Parce qu'ils considèrent la France comme étant un pays d'avenir pour l'aéronautique, et c'est vrai qu'il y a l'assemblage d'Airbus qui est là. Ouais. Donc la news est sortie sur Air Journal, très spécialisé. Et puis j'ai été voir un peu le site de Radia. Qui est cette société Radia qui fait ces avions et pourquoi ils font ces avions? Et t'as lâché le morceau. En fait, c'est un constructeur d'éoliennes, Radia. Et leur gros projet, ça s'appelle Wind Energy. C'est de faire des super méga éoliennes onshore, alors qu'il y a aussi une tendance plutôt vers des éoliennes offshore pour le moment, mais eux, leur projet, c'est de faire des immenses géantes éoliennes, dans des endroits un peu reculés, dans des déserts, notamment avec ces fameuses pales de 100 mètres de long. Et un de leurs problèmes pour assembler ces éoliennes, c'est de les transporter, simplement. de transporter la pièce de l'endroit de fabrication jusqu'à l'endroit où il est, d'où en side project, un peu sur le côté de leur activité principale, ils se sont dit on va construire un nouvel avion et cet avion donc s'appelle le Wind Runner. Je vous invite à aller sur le site de Radia pour regarder les photos probablement générées à partir de plans ou de maquettes puisque l'avion n'existe pas encore. C'est un énorme porteur qui s'ouvre par l'avant, donc c'est son nez qui se lève et il laisse apparaître toute la soute où on peut enfiler le cockpit, des pièces d'éoliennes. Le cockpit, c'est un tout petit truc de une petite verrue au-dessus de rien du tout. Une petite bulle de rien du tout. Ils doivent se sentir seuls là-haut, tu sais, les pilotes. Des ailes super larges. Il y a une photo où on en voit 4-5 d'affilée comme ça sur une piste. De nouveau, je pense que ce sont des photos, des images générées puisque l'avion bah oui, il n'existe pas. Mais c'est très 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 impressionnant. Et alors qu'on va dans les specs, donc la longueur 108 mètres de long, 24 mètres de haut, 80 mètres de large avec les ailes. Une charge utile de 105 mètres à l'intérieur, 7 mètres de haut et 7 mètres de large pour quasiment 80 tonnes. Et puis sur leur site web, c'est un peu difficile à décrire en podcast audio, mais il y a aussi une comparaison vue du dessus de la longueur et de l'envergure par rapport à un Antonov qui est, je crois, le plus gros avion cargo aujourd'hui, et le 747 qui est un poil plus petit mais pas énormément, puisque le 747 fait 610 mètres cubes de volume, 1160 mètres pour l'Antonov et 7700 mètres cubes pour ce nouveau avion cargo. C'est démesuré. Si je dis pas de bêtises, l'Antonov, il y en avait deux en Ukraine, et l'un servant de pièce de rechange à l'autre, et malheureusement, ils ont été détruits. En tout cas, le principal, celui qui était commercialement exploitable, a été détruit. Oui. J'ai eu la chance de voir des Antonov et surtout de les entendre parce que j'ai travaillé au Luxembourg pendant des années et à l'aéroport de Luxembourg. J'ai travaillé quelques mois dans un bureau à côté de l'aéroport. On avait vu sur les pistes et l'aéroport de Luxembourg est beaucoup utilisé pour du fret, notamment par la compagnie nationale Cargolux, mais il y avait une autre compagnie russe, je pense, je connais pas le nom de la compagnie, mais qui exploitait un Antonov. Et 2 fois par semaine, on avait un Antonov qui arrivait à l'aéroport et qui repartait. Et je peux vous dire qu'on le reconnaissait au bruit. On ne devait même pas regarder par la fenêtre. Le boucan que font ces trucs-là, c'était incroyable. Et ils sont la vodka. Et l'aéroport de Luxembourg est assez petit. Un Antonov, c'est très grand, donc quand cet avion arrivait, on le voyait, quoi. On l'entendait d'abord, et puis on le voyait. Mais il est tout petit, un Antonov à côté du Radia Windsurf. Allez vraiment sur le site web de Radia, c'est radia.com, et vous verrez des images de cet avion. Dans mon introduction, je plaisantais qu'à moitié, parce que quand tu vois ce que cet avion va avoir comme empreinte carbone, rien que pour le fabriquer, d'une part, les pales aussi, hein, ceci étant dit, parce que des pales de cette envergure-là, il faut pas en faire qu'une seule pour y arriver, il faut en faire plusieurs pour arriver à en avoir une qui est aux normes. Donc j'y crois à moitié, moi, cette histoire d'éoliennes. Ils disent que l'avion est très économe en termes de CO2, qui vole avec un carburant spécial, un mix végétal, etc. À la maquette, je suis sûr. C'est pas l'avion qui est fait, c'est pas un avion qui est fait pour transporter énormément de poids, hein, parce que 80 tonnes, c'est pas, non, mais peu pas ce qu'on voit de plus élevé. Ici, c'est vraiment le volume qui est important. Le volume, ouais. Mais il faut quand même l'arracher du sol. Donc, voilà. Alors que la maquette vole à l'huile de colza, je veux bien, mais celui-là. Des fois, les éoliennes en volent. Hein. Oui, c'est ça. Il va pas très vite non plus. Ils annoncent Mach 0,6, donc de nouveau, je suis pas expert. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est 600 km/h à peu près, puisque Mach 1 c'est
la vitesse du son, donc c'est à peu près 1000 km/h. Non, donc ça se traîne. 600 km/h, c'est pas très vieux, c'est pas beaucoup, hein, quand on prend un Airbus pour faire un vol, même court distance, on va plus vite que ça, et pas très loin non plus, c'est 2000 km maximum. Ah oui. Donc un vol transatlantique, c'est mort. Ah non, pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est 715 km/h. C'est voilà. Bon. Merci. Tu vois, j'étais pas loin avec mon estimation. Merci Xavier. Voilà, on a fait le tour de l'éolienne et du gros avion. Voilà. Il y en aura des vrais aussi au salon du Bourget. Hein. Il n'y a pas que des maquettes, donc, mais pas d'aussi gros, manifestement. Donc, merci en tout cas. On avait noté cette news et on vous l'a partagée. J'adore ce genre de titre. Smartphone, réduction de l'obsolescence programmée. Mais normalement, il ne doit pas y avoir d'obsolescence programmée, donc il ne faut même pas la réduire, il faut l'annihiler, l'obsolescence programmée. Malheureusement, tout le monde sait qu'il y en a bien une. Hein. Oui, mais enfin, bon, qu'elle soit pour qui une obsolescence, ça, je n'en doute pas. Tout passe, tout casse, tout lasse, comme je disais juste avant l'enregistrement. Mais qu'elle soit programmée, par contre, ça, c'est un autre problème. Ça ne devrait pas être le cas. Tu vas nous expliquer cette news, parce que je ne comprends pas. Mais c'est justement une nouvelle réglementation européenne qui va rentrer en vigueur ce 20 juin 2025. Alors c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé depuis un petit temps, mais donc c'est un règlement qui s'appelle le règlement UE pour l'Union européenne 2023/1670. C'est une réglementation qui va mettre en place des normes strictes au niveau d'éco-conception pour les smartphones et les tablettes. Donc en gros, ça vise à lutter contre l'obsolescence programmée et surtout aussi à prévoir une consommation plus responsable des appareils électroniques. Donc en gros, le but c'est de faire en sorte que ces smartphones on puisse les garder beaucoup plus longtemps et surtout un nombre d'années plus important, mais c'est pas seulement c'est pas le seul objectif. Ici, donc, les mesures qui sont mises en place, ils veulent une durabilité accrue. Donc, en gros, concrètement, les appareils vont devoir pouvoir résister à 45 chutes d'une hauteur d'1 mètre sans perte de fonctionnalité. Donc, vous pourrez tester chez vous, hein, si au bout de 46 fois il est cassé, vous allez le mettre, 44 fois, 44 fois, vous allez le rapporter en garantie. Les batteries devront aussi conserver, ça je trouve que c'est vraiment bien, 80% de leur capacité initiale après 800 cycles de charge et de décharge. On sait qu'aujourd'hui, un des freins principaux à la conservation d'un smartphone, c'est le fait que les batteries se perdent en capacité et qu'on n'arrive parfois pas à les remplacer, en tout cas pas facilement. Ça, c'est le deuxième point justement, c'est la facilité de réparation. Donc les fabricants vont devoir garantir une meilleure réparabilité des appareils avec des pièces détachées qui vont devoir rester disponibles et des informations claires pour les consommateurs pendant un grand nombre d'années. Les mises à jour logicielles également doivent être prolongées. Ils vont être tenus de fournir des mises à jour, si je ne me trompe pas, pendant 5 ans, mais c'est pas pendant 5 ans à partir de la mise en vente, c'est pendant 5 ans après la dernière production de ce smartphone. La fin de la commercialisation. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que si un constructeur construit un smartphone pendant 2 ans, mais il peut pas dire 2 ans après, désolé, c'est un modèle qui date de 3 ans, on le met plus à jour. Ça veut dire qu'ils vont les laisser sur le marché moins longtemps, hein. C'est juste ça. Hein. Oui, alors peut-être, mais en tout cas, celui que tu auras acheté, j'ai 5 ans. Il dure un certain temps. Ils vont devoir également compléter tout ça par un étiquetage informatif qui va donner donc c'est une étiquette énergétique et de réparabilité. Donc un peu, il y a une marque que je ne vais pas citer qui donne des indices de réparabilité des appareils de tout type, hein, les smartphones, les ordinateurs, etc. Bien, on va avoir un petit peu comme on a en Belgique. J'imagine qu'en France vous devez avoir ça aussi, un niveau d'efficacité énergétique pour un frigo par exemple. Et bien ici on va avoir un peu la même chose pour l'énergie, mais aussi pour la réparabilité. Sauf qu'ici c'est une norme européenne, donc on aura tous les mêmes valeurs. Parce que en Belgique, on a vu qu'il y a eu des évolutions et des allers-retours avec des normes qui n'étaient pas toujours les mêmes en fonction de ce qu'on comparait. Donc il faut s'en méfier des fois.
Donc c'est encore une étape un peu plus avancée que la norme qui avait imposé d'utiliser le USB-C maintenant pour tous les modèles. Donc moi je suis évidemment pour. C'est tout à l'avantage des consommateurs. Je vois pas en quoi ça viendrait être un problème pour les consommateurs, si ce n'est que le prix des appareils les moins chers sera sans doute un petit peu plus élevé, étant donné qu'ils vont devoir être un peu plus résistants. Je pense que pour le milieu de gamme, ça va pas changer grand-chose, mais pour l'entrée de gamme, ça pourrait être un petit peu plus cher, étant donné qu'ils vont devoir être plus solides et avoir une batterie plus efficace, etc. Moi, je trouve ça plutôt... Enfin, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais moi, je pense que c'est plutôt sain. Alors, on critique souvent l'Europe de faire des règlements à tort et à travers. Bon, ici, oui, enfin, est-ce que ça va sauver les meubles ? C'est ça, il faut voir les side effects, enfin, ou les parades que vont trouver les constructeurs. Je crois que dans les règlements européens, en tout cas les derniers, et même le GDPR, le DSA, et celui sur l'IA notamment, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de bonnes idées. Après, je sais que les fabricants ne disent pas la même chose, mais c'est eux qui ont les contraintes. Et il faut voir les contournements que certains acteurs mettent en place, qui sont parfois contre-productifs. Donc voilà, s'ils respectent l'esprit de la loi, comme on dit, oui, je suis d'accord avec toi, Marc, c'est plutôt une bonne chose. Et il faut voir aussi, parce qu'il n'y a pas que les fabricants, il y a aussi, n'oublions pas, les réseaux de distribution, parce que faire du stock, on parlait par exemple ces 5 fameuses années à partir de la fin de la production, dès que l'appareil n'est plus commercialisé, mais qui empêche un distributeur de faire du stock, et à ce moment-là, tu rentres plus dans les trucs des 5 ans, puisque effectivement, quand tu vas l'acheter, il sera peut-être déjà plus fabriqué depuis 1 an, l'appareil. Donc, tu n'auras plus que 4. Donc, il va y avoir des biais, je pense, qui sont difficiles à établir et à clarifier. Donc, trop de règlements tue le règlement. Mais moi, j'aimais bien l'histoire de, effectivement, ça a bien marché pour l'USB-C. Ça peut marcher peut-être pour les batteries. Ça a bien fonctionné aussi. Il y avait eu un autre règlement où c'était une vraie volonté de la part des fabricants d'avoir pendant 5 ans des mises à jour Android, parce qu'on sait qu'il y a une énorme segmentation du marché sur Android, parce qu'à un moment donné, l'appareil n'est pas compatible avec les nouvelles versions de l'OS de Google. Ça, c'est bien aussi, parce qu'on a eu des cas HTC, je me rappelle, à la belle époque, où vous vendez un appareil en disant « c'est super, et vous allez avoir les mises à jour Android », et 1 an après, il était déjà plus compatible, il n'y avait pas de rétrocompatibilité. C'est insupportable parce qu'on a déjà un cale-porte à la place de son smartphone alors qu'il n'a eu qu'une génération de système d'exploitation. C'est un peu dommage. Donc, je peux passer un coup de gueule sur un truc un tout petit peu à côté. Je peux passer un coup de fil. Tirer un coup de gueule. Alors, c'est pas exactement lié à ton sujet, Xavier, et je m'en excuse, et c'est pas à la conduite, mais et ça n'a même rien à voir avec les technos, je vous le dis. Non, mais toute cette conversation me fait penser à ça. C'est la manière dont les constructeurs peuvent parfois contourner les lois européennes en l'occurrence. Il y a 2 exemples. Il y a une campagne de lobbying en France aujourd'hui d'Instagram pour éviter le contrôle d'âge dans leur application, et ils sont en train de faire de la pub à la radio et de la pub dans les gares pour et dire. La télé aussi. Et à la télé aussi, je regarde très peu la télé, donc je vois pas. Pour dire, c'est Apple qui doit ou Google qui doit vérifier sur l'App Store l'âge, et c'est pas nous qui devons le faire. Comme ça, c'est eux, ils se déchargent de la responsabilité et des coûts. Et j'en ai vu un autre aujourd'hui, parce que depuis aujourd'hui en France, catastrophe nationale, YouPorn n'est plus accessible. Il n'y a plus de boule. L'adresse IP française, ils ont coupé, et en disant que ils coupent parce que le gouvernement les oblige à respecter la loi qui veut une vérification et que les utilisateurs ont plus de 18 ans, et que ça va les obliger à collecter des données personnelles ou biométriques, la reconnaissance faciale, etc. Et que ça pose un risque de sécurité pour nous, que eux collectent ces données-là. Non, s'ils les collectent correctement, qu'ils les stockent correctement. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est l'argument de trop. C'est l'argument de trop. Mais oui, mais parce que c'est ridicule. Moi, très honnêtement, en tant que consommateur, je parle pas de technophile, de consommateur, de fait de dire, tiens, c'est vrai que finalement, le truc central, le point central, la porte d'entrée, c'est l'appareil, de faire un blocage parental, comme on
le fait par ailleurs sur les box TV. Hein. Ça existait le blocage parental pour pas aller regarder pour pas aller regarder pour YouPorn d'ailleurs. La chaîne, oui, pour ne pas aller regarder la chaîne de Bon Papa. Et donc ça me semble assez logique. Mais puis ils ont rajouté cette petite louche en disant et en plus c'est la vie privée et ça... Mais non, arrêtez, vous moquez pas du monde. Ça ne va pas. C'est effectivement. Mais bon, voilà. Mais c'est une espèce de mauvaise foi. Tout en se mettant, regardez, nous on est bien avec les gens et autres. D'ailleurs, on est gentils. La ministre de tutelle en France a dit bon vent. Elle un peu recadré, on n'a pas besoin de voilà. C'est ce qui est assez honnête. Ceci étant dit, je voyais déjà sur des sites d'information bien intentionnés comment contourner, comment installer un VPN. Les VPN, ils vont s'en foutre plein les fouilles de nouveau pour. Effectivement, donc voilà. Donc c'était le petit coup de gueule. L'avantage, c'est qu'on va avoir un pic de vues. On va avoir plus d'auditeurs vu qu'ils seront pas ailleurs. Parce qu'ils peuvent aller sur YouPorn. Vous allez venir sur lestechno.be. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur demain YouPorn, ils vont tomber sur les technos. Bon, alors. Enchaînons. Oui, c'est ça. On va encore mettre 48 heures à faire valider la vidéo sur YouTube. Ça ne va pas, ces trucs-là. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On testera. Merci Xavier. Ça y est, c'est bon. Dites, ça c'est le bloc-notes. C'est moi qui bloque des notes et donc je vous parle de 2-3 petits trucs que mes petits camarades n'ont pas nécessairement épinglés. En l'occurrence, ceci. Nokia dirige un projet européen nommé Proactif, visant à renforcer la surveillance des infrastructures critiques en Europe grâce à des drones et des systèmes robotiques avancés. Financé par l'Union européenne et regroupant 42 entreprises de 13 pays dont Safran, Nvidia et Saab, ce projet vise à développer des technologies innovantes pour protéger les installations stratégiques telles que les centres de données, les réseaux ferroviaires et les ports depuis donc les airs. Le projet prévoit la création de 50 nouveaux produits, 15 brevets industriels et des centaines d'emplois qualifiés d'ici 2035. Bien que civil, Proactif pourrait évoluer vers des applications militaires, on s'en doute, pour renforcer l'autonomie européenne en matière de défense. Est-ce que quelqu'un avait un commentaire à faire par rapport à ça? Xavier? Oui. Bon, évidemment, c'est un projet qui touche au drone. Alors, c'est un projet qui est chapeauté... Mais pas que, pas que. Non. Qui est chapeauté par Nokia, qui a en fait étonnamment une division drone. Et il faut noter aussi que c'est un des objectifs, c'est évidemment de pouvoir se faire quitte de sociétés chinoises, dont la plus connue enfin on va pas la citer, mais dont la plus connue. Et donc voilà, je trouve que c'est un projet qui a du sens, et c'est vrai que si on veut utiliser des drones dans la sécurité, autant se faire quitte Ceci étant dit, il y a quand même, alors on n'a pas le détail des 42 entreprises, mais il y a quand même Nvidia, par exemple, dans le lot. Ce qui dénote quand même, quand on parle d'autonomie européenne, voilà, et je pense qu'on n'a plus nécessairement toute la technologie au niveau de l'Europe, qu'il faut aller piocher à gauche, à droite. Il faut voir dans quelles conditions. C'est ce qu'avaient relevé d'ailleurs les lecteurs de l'article sur lequel je me suis basé, et bien entendu, dans notre infolettre, je partagerai avec vous les liens vers ce bloc-notes, pardon. Est-ce que vous connaissez Builder.ai? Je suis le seul à parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, donc je me permets de vous poser la question. C'est une entreprise valorisée à 1,5 milliard de dollars, et qui a développé un assistant virtuel qui s'appelle Natacha. Moi, j'aime bien ce prénom, Natacha. Pas que, mais... Eh bien, sachez que Natacha s'est avérée être une équipe de 700 employés humains codant en temps réel. ça casse un peu le mythe de Natacha. Ils s'appellent tous Natacha. Ils s'appellent tous Natacha. Natacha 1, Natacha 2, Natacha 3, jusqu'à 700. Voilà. C'est ce cas illustre le phénomène de ce qu'on appelle l'AI washing, où des tâches humaines sont présentées comme automatisées. En gros, l'IA washing, c'est surtout une stratégie marketing qui exploite le buzz autour de l'intelligence artificielle pour masquer des pratiques moins avancées technologiquement, ce qui peut évidemment avoir des conséquences négatives sur l'industrie technologique dans son ensemble. Ça décrédibilise quand même pas mal le truc. L'entreprise, malgré des fonds levés auprès de Microsoft, par exemple, et d'autres investisseurs, a été critiquée donc pour ses pratiques douteuses et donc ses revenus gonflés.
Meta.ai, ne notez pas le nom, a déposé le bilan après des audits, des dettes impayées et des licenciements massifs. Donc on est bien là devant une intelligence artificielle mafieuse. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Voilà. Mais oui. Il faut savoir qu'il y a des GAFAM qui ont aussi à un moment fait passer des intelligences artificielles, fait passer du travail d'humain pour de l'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas que des sociétés comme ça ou des petites startups, il y a des GAFAM qui l'ont fait aussi. Alors là, il y avait des explications, je me rappelle, on avait parlé de ça, où ils faisaient des rectifications en temps réel pour adapter le machin. Enfin, il y a toujours une petite explication derrière ce genre de truc. Mais voilà, ici en l'occurrence, c'était du pipeau, Natacha. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, etc., vous connaissez la chanson, a conclu un accord de 20 ans avec Constellation Energy pour utiliser l'énergie nucléaire de la centrale de Clinton, afin de soutenir ses objectifs en énergie propre et ses opérations locales. La centrale de Clinton, opérationnelle depuis 1987, a évité une fermeture prématurée en 2017 grâce à un programme de crédit pour les émissions nulles. Et cet accord aidera à prolonger donc sa licence après 2027. L'énergie produite par cette centrale sera augmentée de 30 MW grâce à des améliorations techniques. Meta considère l'accès à une énergie propre et fiable comme essentiel pour ses ambitions en intelligence artificielle en raison des besoins bien sûr énergétiques croissants de ces centres de données. Les centres de données justement représentent actuellement environ 1% de la consommation mondiale d'électricité mais peuvent atteindre des niveaux beaucoup plus élevés dans certaines régions du monde comme par exemple là en Virginie. En 2024, Constellation Energy avait déjà annoncé un projet similaire pour fournir de l'énergie nucléaire à Microsoft à partir de 2028. Le nucléaire, ça reste quand même le nerf de la guerre, on dirait, pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est là peut-être que l'Europe, et en particulier la France, puisque la France est pourvue d'énormément de centrales nucléaires, pourrait se positionner pour faire justement à minima de l'hébergement d'intelligence artificielle et au mieux d'avoir les siennes propres. Il y a des Mistral, par exemple, qui pourraient se développer avec une énergie propre et abondante, si on ose dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un argument de plus. Je sais pas si Sébastien voulait rajouter un truc, il acquiesce. Non, je savais pas que Clinton, il faisait aussi dans les centrales nucléaires, mais bon. Voilà. Non, c'est pas l'ancien président, non, ça n'a rien à voir. Oh là 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 là. Qu'il est taquin, mais qu'il est taquin. C'est marrant parce que ce terme guerre des étoiles est revenu il n'y a pas tellement longtemps avec le dôme doré de Trump, parce que c'est un peu comme en Israël, sauf que le pays est quand même 400 fois plus grand. Mais bon, voilà, il veut une protection sur l'ensemble des États-Unis. Et on a reparlé de la guerre des étoiles initiée par un ancien président des États-Unis, Ronald Reagan. C'était Ronald Reagan, et qui était quelque part un petit peu fake aussi, et qui a emmené très très loin, qui a conduit d'ailleurs dit-on, à la chute de l'Union soviétique. Quoi qu'il, ici on parle de guerre des étoiles entre deux privés, Apple d'un côté et Starlink, donc SpaceX de l'autre. C'est moi qui voulais un titre un peu geek, donc je suis le seul responsable de ce titre. Oui, la guerre des étoiles, c'est pas la presse qui l'a mis là. Non, voilà. On est en train on est à l'avènement d'une nouvelle technologie qui va changer le monde des télécoms, et nos télécoms habituels sont toujours un peu comme à l'habitude, assis sur leur rente pluridécennale et ne voient pas le truc venir qui va changer. Demain, les téléphones portables pourront communiquer directement avec des satellites, tous ces satellites en orbite basse, et merci Orange SFR, on n'a plus besoin de vous, ou Proximus ou les autres, et toutes les antennes que vous avez mis dans nos villes. On n'a plus besoin de ça. Les opérateurs de demain ne sont pas nécessairement les opérateurs d'aujourd'hui. Je me demande comment ils vont négocier le tournant, mais c'est un autre sujet. Quel est le problème? C'est que Apple lorgne depuis longtemps sur cette idée de pouvoir utiliser des téléphones, des iPhones, pour passer des communications. Et techniquement, aujourd'hui, c'est faisable avec les satellites en orbite basse, le réseau Starlink d'Elon Musk, celui de Globalstar dont je vais parler dans une minute. Il y a OneWeb qui a fait faillite, mais qui a essayé. Oui. Il y a Amazon qui commence à lancer ses premiers satellites maintenant.
y a vraiment une guerre au prochain opérateur parce que ça sera le moyen de communiquer. Alors peut-être pas demain, ça va commencer par les zones blanches, etc. Il y a des projets en géostationnaire aussi, je pense. Oui, il me semble qu'il y a un projet en géostationnaire, un projet européen d'ailleurs. Je suis étonné parce que le géostationnaire est à 36 000 km, donc la latence est beaucoup plus loin. Ça m'étonne aussi. On parle de satellites qui sont en orbite basse, une centaine de kilomètres, un poil plus. Et donc, ce qu'on apprend dans les articles parus dans la presse cette semaine, un site payant que j'ai pas pu aller consulter, qui s'appelle The Information, mais qui est repris par la presse francophone notamment, et je vous ai mis un lien vers 01net, mais il y en a d'autres, c'est que depuis 2015, Apple, au fait, s'interroge sur l'opportunité d'investir dans ces technologies pour offrir à ses clients, offrir ou vendre à ses clients, une connectivité satellite en permanente pour les appels voix, pour la 4G, etc. Bref, se séparer des opérateurs. Tim Cook aurait annulé ce projet parce que Apple dépend énormément des opérateurs pour vendre les téléphones. D'ailleurs, quand vous voyez des pubs pour l'iPhone à la télé, c'est toujours une pub d'un opérateur qui met en avant l'iPhone pour aller l'acheter dans sa boutique. Ils craignent aussi les régulations parce que du coup, ils seraient télécom, ils seraient plus vendeurs de matériel et donc ils tombent sur d'autres coûts de régulation. Ah oui. Et apparemment, Apple en tant que compagnie n'a pas trop envie. Mais ils avaient des négociations avec OneWeb qui leur demandait un investissement de 30 à 40 milliards. Ils l'ont pas fait, bien leur en face parce que OneWeb est tombé en faillite en 2020. Ils ont fait un deal, on le sait, avec Globalstar, j'en ai déjà parlé dans les technos en 2022, qui permet de faire des appels d'urgence aujourd'hui gratuitement par satellite, mais c'est la même communication, la même technologie de communication. C'est une question de coût si on ne fait pas nos appels vocaux et 4G, mais on pourrait techniquement le faire aujourd'hui. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'Elon Musk est venu frapper à la porte de Tim Cook en disant voilà, j'ai un deal pour vous, je vous donne en exclusivité accès à mon réseau Starlink pendant au moins 1 an et demi, pour la modique somme de 5 milliards. Ensuite, vous payerez 1 milliard par an et tous vos utilisateurs, tous les iPhones pourront communiquer en voice, en data par le réseau Starlink. Typique d'Elon Musk, il a donné 72 heures, 3 jours à Apple pour prendre sa décision. 5 milliards de dollars d'investissement, plus 1 milliard par an après. T'as 3 jours pour réfléchir, sinon il va ailleurs. Et c'est ce que Elon Musk a fait, parce qu'Apple a dit non. Apple a fait son deal avec Globalstar, annoncé en 2014 les appels d'urgence gratuits pour tout le monde sur l'iPhone 14. Et Elon Musk et SpaceX s'est associé avec T-Mobile en français, aux États-Unis, qui est toujours en bêta aujourd'hui, mais qui va être lancé en juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines. Qu'est-ce que T-Mobile et Starlink va permettre quand ça va démarrer là en juillet 2025? C'est l'envoi et la réception de SMS, le partage de sa position GPS, dire où on est, et passer des appels d'urgence. Plus tard, 2026-2027, on étend à la voix et à la data. Alors, j'allais dire la 4G par abus de langage, ça ne sera pas la 4G évidemment, mais à la data. Donc aux États-Unis, pour les clients de T-Mobile, à partir de l'année prochaine, ça sera une offre sans surcoût pour les SMS, le GPS et les appels d'urgence. Après, on ne sait pas s'il y aura, et je suppose qu'il y aura un surcoût pour la voix et pour la data. Et donc, les utilisateurs de T-Mobile, que ça soit sur Android ou sur iPhone, quand ils ne sont pas couverts par des antennes satellites traditionnelles, vont passer par les satellites pour envoyer des SMS. Et plus tard, mais après-demain, 2026-2027, vont passer par les satellites aussi pour continuer à avoir de la couverture. Il ne faut pas des appareils super récents, toute proportion gardée. Pour Apple, c'est à partir de l'iPhone 14. Pour Samsung, c'est à partir du Galaxy S21, le Pixel 9. Chez Motorola, c'est les Razr, les Edge, les Moto G 5G. Pour T-Mobile, le Revolve 7 suffiront pour pouvoir, sans équipement complémentaire, bénéficier de cette couverture. Alors, je pense qu'à court terme, c'est génial pour tous les gens qui sont un peu isolés, ceux qui font des traversées du désert au sens propre, les navigateurs évidemment, ceux qui habitent au milieu d'une forêt ou simplement un peu loin à la campagne, comme la télé par satellite permet d'avoir, ou l'internet par satellite permet d'avoir de l'internet dans des zones blanches aujourd'hui. Mais pour demain, moi je vois le truc venir que ça va être un concurrents et ça risque de remplacer nos opérateurs télécoms qui ont eu du mal à prendre le virage Internet. Maintenant, ça y est, ils l'ont pris et dans les prochaines années, ils vont se prendre un autre virage et j'ai l'impression que personne n'en parle et qu'ils ne voient pas le truc venir. Il y a un énorme éléphant qui est en train de foncer sur eux et ils sont là en disant allez, donnez-nous vos 70, 80, 100 euros par mois, enfin en Belgique en tout cas, pour votre abonnement.
Il y a un truc, alors de plus en plus, je pense que c'est ton cas, Sébastien, peut-être pas encore chez Xavier, mais on installe la fibre dans les maisons, et finalement, pour quel usage, pour qui, pour le grand public. Alors on pourrait comprendre pour une entreprise où tu as plusieurs personnes qui sont connectées, qui a besoin de bande passante, etc. Mais pour le particulier aujourd'hui, ça a pas beaucoup de sens, et sachant que même avec la 5G, tu arrives à des bandes passantes qui sont déjà très très honorables et bien supérieures à ce que proposait le VDSL. Donc j'ai 8 gigabits symétriques à la maison. Oui. Il faut autant dire que pour en profiter à la maison, j'ai dû changer des câbles, changer des switches, changer des docks, parce qu'il y a pas au-dessus d'un gigabit en informatique pour la maison ou pour les particuliers, il y a rien. Ouais. Donc j'ai un appareil, quand il est connecté sur une porte spéciale, je peux bénéficier de ce transfert-là. Sinon en Wi-Fi, même sur des appareils récents, on plafonne à 1.5, 2 gigabits, ce qui est déjà énorme. Oui. Mais on peut se mettre à 4 en même temps sur le salon et faire tous un test. On est tous à 1 gigabit ou 2 gigabits chacun. Ouais. Donc l'aspect parallèle, mais comme tu dis, pour un usage à la maison, non. Enfin, non, je vois pas l'utilité. Je reviens 2 secondes sur l'opérateur européen. C'est un vieil opérateur historique, Eutelsat, qui se lance dans le. Ils se lancent pas. Ils sont là depuis 1977. Oui. Ils étaient là bien avant tout le monde. Non, mais je veux dire, ils se lancent dans le téléphone par satellite. Pas peut-être. Je parle pas du téléphone, je parle de l'internet par satellite pour l'instant. Ils étaient opérateurs OneWeb, en fait, techniquement. Ils héritent des satellites OneWeb qui sont positionnés à 1200 km d'altitude. Et il s'agit d'une nuée de 653 satellites qui font le job que font 40 000 satellites d'Elon Musk. Hein. Donc, voilà. Alors, ils peuvent se permettre d'envoyer des satellites plus gros, j'imagine aussi, puisqu'ils en ont moins. Ça, c'est un autre point. Et je me rappelais de cette news-là parce que c'est une alternative assez confortable, paraît-il, pour des applications militaires telles que celles qui sont utilisées par l'Ukraine, par exemple. Et donc, voilà, ça existe déjà. Évidemment, pour l'instant, les terminaux, il n'y en a pas énormément en circulation. J'avais un chiffre là tantôt, mais je l'ai perdu. 2000 terminaux pour l'instant. Il faut un terminal spécial pour ces satellites-là ? Oui, apparemment, oui, pour l'instant. En tout cas, il y a 2000 terminaux contre 40 000 terminaux SpaceX actuellement déployés. Donc, voilà. Je compare pas c'est pas comparable, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des satellites en orbite basse. Et il n'y a pas que voilà. Et qu'il y a moyen peut-être de faire des économies d'échelle en tapant plus haut et en ayant moins de satellites. Et donc, ça coûte un peu moins cher en empreinte carbone. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'empreinte carbone aujourd'hui, mais voilà. Il faut de temps en temps, il faut voilà. Donc, et c'est une info récente. Hein, c'est ce que je vous dis là, c'est du mois de mars de cette année. Donc voilà. On a fait le tour du satellite. Je pense que oui. Hein. On peut passer. C'est le satellite qui fait le tour. Oui, normalement, c'est le satellite qui fait le tour. Pourquoi j'ai dit ça ? Alors, il y a moyen de s'améliorer la vue par un exercice très simple qui est de jouer aux jeux vidéo, paraît-il. Voilà, génial. Qu'est-ce que tu fais ? J'éduque mon œil à me voir mieux. Je crois qu'on a tous entendu quand on était plus jeune, ne te mets pas trop près de la télé, de jouer au PC, aux jeux vidéo, de passer ton temps devant les écrans parce que c'est mauvais pour ta vue. Eh bien, on dira bientôt le contraire. En fait, en tout cas, c'est ce que des chercheurs de l'université, alors le nom je veux pas le prononcer, c'est au Japon, qui ont développé un jeu en réalité virtuelle qui vise à améliorer la vue, notamment chez les jeunes adultes, donc entre 22 et 36 ans. Et c'est une initiative qui est détaillée dans une étude assez récente. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut parce que pour le moment, ça n'a été testé que sur une dizaine de personnes, mais les résultats étaient quand même assez significatifs. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça ? En fait, c'est une étude qui détaille comment la VR peut être utilisée comme un outil thérapeutique pour entraîner les muscles oculaires qui sont responsables de la focalisation. Donc c'est principalement pour des personnes qui sont myopes. Le jeu, il a été conçu pour le casque MetaQuest 2 et ça propose une expérience où en fait le joueur doit identifier la direction d'une ouverture sur des cibles, un petit peu comme les anneaux de Landolt, donc c'est les ronds avec un trou quelque part sur une partie de l'anneau qu'on voit chez les ophtalmologues, donc les ophtalmologues, où on doit dire voilà le trou se trouve à droite
droite, en haut, à gauche, en bas, et on va devoir interagir en conséquence en faisant une espèce de gymnastique des yeux. Et apparemment, cette mécanique oblige le joueur à tout le temps ajuster la mise au point au niveau de ses yeux, et ça vise à détendre et à renforcer les muscles ciliaires qui sont apparemment souvent sollicités de manière un petit peu excessive lorsqu'on utilise trop longtemps des écrans. Alors les premiers résultats, donc de nouveau je le dis, c'est sur une étude d'une dizaine de participants de 22 à 36 ans qui l'ont utilisé pendant une période de 6 semaines. Ils ont vu des résultats qui indiquent une amélioration qui est mesurable chez la majorité des participants, et en particulier ceux qui ont une myopie légère. Donc ça nécessite évidemment encore des recherches supplémentaires pour vérifier que c'est efficace, mais et puis à plus grande échelle aussi. Mais voilà, il y a une petite étude en cours qui pourrait contredire en fait tout ce qu'on a toujours appris sur les écrans, et qu'avec des exercices bien particuliers, on pourrait améliorer la vue plutôt que la détériorer. Oui, mais sur un paramètre qui est la myopie, parce que me semble-t-il, hein, et en vieillissant, on n'est plus que myope. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte aussi, et donc je pense que là, je suis pas ophtalmo, donc mais l'étude par contre, je suis myope. Dans un PDF en japonais, j'ai mis le lien, mais donc j'ai pas pu lire l'étude, mais voilà. Alors, l'article que moi j'ai lu parlait de la myopie. Soyons cash, j'ai le PDF sous la main. On va le soumettre à tout le monde si vous voulez bien, et débrouillez-vous avec ça. Voilà, voilà. C'est l'impression d'avoir un mode d'emploi d'un truc à apporter, mais voilà. Et tout ça est très sérieux. Ce qu'il y a de bien, c'est que les tableaux, eux, sont en chiffres arabes. Au moins on peut lire les chiffres. Au moins on peut lire ça, mais pour le reste, et les graphiques aussi. Donc on a des graphiques, mais pour le reste, ça reste très compliqué. C'est en 6 pages, mais ces 6 pages-là vous font la vie. Hein. Il faut, voilà. Mais non, je plaisante, mais c'est certainement très. Il y a peut-être moyen de l'avoir une traduction en plus, si ça se trouve. Mais non, c'est intéressant. C'est pas la première fois qu'il y a des jeux entre guillemets qui sont faits pour améliorer des aspects soit du cerveau ou de la vue haute, puisque on a eu des jeux. Alors il y a des jeux qui ont surfé sur la vague et c'était plus un élément marketing. Moi, je me souviens d'un jeu je crois que c'était sur une DS avec docteur je sais pas quoi, où en fait ils entraînaient ton cerveau par des calculs et des petits jeux techniques, etc. Je sais pas si ça avait un réel effet, mais ceci dit, il y a des aspects où des jeux vidéo améliorent vraiment sans doute les réactions ou autres. Oui, les réflexes, etc. Oui, ça, je suis assez d'accord avec cette idée. Je me méfie toujours des arguments marketing que les vendeurs de jeux vidéo utilisent. Si je prends une analogie avec la cigarette, enfin le tabac de manière générale, il y avait une marque de cigarette dont je ne citerai forcément pas le nom, qui dans les années 60-70 avait comme argument: la cigarette, après un bon repas, c'est un exauceur de goût. ça complète le repas. Vous voyez, on sait tous que c'est très mauvais pour la santé et que c'est à prohiber, évidemment, que ce soit avant, pendant ou après le repas. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc méfions-nous de ce genre d'arguments. Ce sont des scientifiques quand même. Hein. Oui, mais là, de l'industrie du tabac aussi, ce sont des scientifiques, tu sais. Sébastien, vous voulez rajouter? Non? Oui? Peut-être? Non, je suis bien. Parfait. Je suis bien. Genre, j'ai assez. Oui, ça va. Je suis content avec ça. À table, là, j'ai assez, c'est beau. Vous en reprendrez encore un petit peu? Non, merci, c'est bon. Je suis bien. On va parler rétro computing et rétro gaming aussi, peut-être. J'adore ça. L'argument vieux con. C'est la chronique vieux con. Alors, oui, pour les jeunes, je traduis, c'est la chronique boomer. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Non, ou alors ils sont paumés, surtout à cette heure-ci. À 47 minutes et 38 secondes du début, à mon avis, ils sont forcés, ils sont en prison, ou je sais pas, enfin bref. Dans la voiture, avec maman qui écoute. Donc il y a des passionnés de rétro computing qui ont créé des répliques d'appareils cultes, on imagine, mais en miniature.
Ouais, et qui fonctionne. Et j'en ai vu deux cette semaine. Okay. Qui est fonctionnel, c'est ça qui est amusant. Et j'en ai vu deux cette semaine. Alors, c'est deux projets qui n'ont rien à voir. Le premier parle des Atari. Donc, Atari, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est 1979. L'Atari 400, l'Atari 800, qui c'est parmi les premiers personal computer PC à l'époque, dans le sens ordinateur personnel qui valait 600 et 900 dollars à l'époque, avec une architecture révolutionnaire, on peut le dire, à l'époque, avec un design assez modulaire, avec un bus série qui fait un peu penser à l'USB aujourd'hui. On pouvait plugger des trucs en chaîne dessus. Créé par un Polonais, ça je savais pas, et qui était un ordinateur 8 bits complet avec processeur, graphique, son, etc. Eh bien, il y a un autre Polonais qui est fan d'Atari et qui a utilisé, qui a recréé un Atari mais de poche, un tout petit. Donc, il a fait un ordinateur 8 bits complet avec le processeur, le chip graphique, le chip son, la mémoire, les contrôleurs. Et ça mesure 2 sur 1,5 cm. 2 cm sur 1,5. Donc c'est la taille d'un timbre-poste, un grand timbre-poste. Alors comment il a fait le monsieur? Il a utilisé une technologie que je connaissais pas, que j'ai découvert à l'occasion de ceci, qui s'appelle du FPGA en bon français, Field Programmable Gate Array. En gros, l'idée c'est de faire un FPGA, c'est un processeur que tu peux programmer toi-même. Vous savez qu'un processeur a des instructions. Ces instructions sont faites par combinaison de portes logiques et ou exclusifs essentiellement, AND, OR et XOR. Et ces instructions permettent après de déployer des applications programmées en langage assembleur ou compilées depuis des langages de plus haut niveau. Donc lui, il a acheté un FPGA et il l'a programmé pour que ce FPGA se comporte comme le CPU original des Atari. Ce qui fait que s'il n'y a pas de l'émulation, il n'installe pas un émulateur logiciel pour faire tourner l'OS d'Atari, il programme un processeur pour qu'il se comporte comme le processeur original et il fait tourner le vrai OS d'Atari et les jeux qui vont avec, etc. Et il a fait tenir tout ça, à la fois la partie son, la partie graphique, les I/O pour qu'on puisse mettre un clavier, qu'on puisse mettre un écran, etc. sur cette toute petite poche. Alors, il y a des choses amusantes. Il a fait quelques optimisations aussi, puisqu'on peut mettre de l'USB-C, on peut mettre une connexion en HDMI pour le connecter sur sa télé. Enfin, l'USB-C, pardon, oui, c'est uniquement pour l'alimentation. Mais il a remis les ports GPIO pour qu'on puisse connecter un clavier, pour qu'on puisse sortir du son, par exemple aussi. Le système Atari original avait un système où si la carte graphique voulait accéder à la mémoire graphique pour afficher quelque chose, elle devait interrompre le CPU et utiliser un cycle d'horloge du CPU pour envoyer ses propres instructions à la mémoire graphique. Et donc le CPU, pendant ce temps-là, il travaillait pas. Cette optimisation n'est pas nécessaire sur un GPA moderne. Et donc la solution va plus vite. Elle va plus vite aussi parce que le nouveau processeur est cadencé à 31 MHz contre 1,8 MHz du processeur original à l'époque. Donc son truc là de 2 cm, ça va plus vite que les appareils à l'époque. Et on peut les connecter sur une télé normale. Oui. Je voulais juste préciser un truc parce que ça m'a un petit peu écorché les oreilles. Tu parlais du créateur. Non, tu parlais de polonais, etc. Je me dis, mais de quoi parle-t-il? En fait, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est le propriétaire d'Atari, c'était Jack Tramiel, qui était lui-même déjà à l'origine de Commodore, qui avait créé le Commodore. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. J'allais parler de Jack Tramiel. Et tu connais l'origine de Jack Tramiel? Il est polonais d'origine, mais il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 18-19 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et échappé au camp, d'ailleurs, lui et son épouse. Puisque, en fait, c'est ça que j'allais parler juste après. Je me dis, mais pourquoi il y avait cette communauté aussi forte autour du rétro-computing Atari en Pologne? Et en fait, c'est à cause de Jack Tramiel. Et donc, je me suis un peu penché ensuite, après avoir lu sur les FGPA cet après-midi, j'ai lu sur Jack Tramiel, qui est d'origine polonaise, juive, comme tu l'as dit, qui a été aux États-Unis et qui a créé une société qui faisait pas des ordinateurs à l'époque, qui faisait des machines à écrire. Ça, je savais pas non plus, qui était Commodore. Et ils sont venus seulement plus tard, dans les années 80, avec le PET et puis le VIC-20 et le Commodore 64. Et Jack Tramiel est parti de Commodore et il a été chez Atari. Il a racheté Atari, si je ne me trompe pas. Et il a lancé la gamme d'ordinateurs portables, enfin personnels, pardon, d'Atari.
Petit truc rigolo, c'est que alors c'est pas du tout un informaticien, hein, Jack Tramiel, mais c'est un assembleur, quoi. Il a commencé d'ailleurs avec Commodore, c'était les machines à calculer, pour la petite histoire, parce qu'il avait été à une exposition au Japon et il avait vu ça prenait de l'ampleur, et donc il s'était accoquiné à l'époque avec Texas Instruments pour pouvoir faire des machines à calculer, et il s'est fait doubler par Texas Instruments qui a fabriqué ses propres machines à calculer, les fameuses TI-20, TI-30, etc. Et donc là, il a fallu qu'il rebondisse très vite, et de là est parti l'ordinateur VIC-20 de Commodore, et puis le Commodore 64, etc. Une vie passionnante, hein, Jack Tramiel. Je suis intarissable sur le sujet. J'adore ce genre d'histoire de gens. Pour la petite histoire, pour aller jusqu'au bout de l'idée, l'histoire des machines à écrire, il avait eu l'idée, parce qu'il y avait des problèmes d'importation, on ne pouvait pas importer ce genre de matériel aux États-Unis, et donc il les importait en pièces détachées et il les montait au Canada. Et donc, sa première société était basée au Canada. Commodore était basée au Canada. Avec un actionnaire d'importance qui est le monsieur qui a inventé les containers maritimes. Et il a aussi essayé de racheter Apple au début, mais Steve Wozniak demandait un peu trop d'argent, et donc Atari n'a pas pu racheter Apple. On parle de tout début, ça aurait changé le monde de l'informatique si Atari avait acheté Apple. On vous l'a dit, c'est un truc de boomer, vous l'avez dit, vous ne vous avez pas dit. Ça, c'est le premier sujet. Et le monsieur polonais qui a fait ses mini Atari, il n'a pas fait beaucoup d'efforts au-delà de la conception du chip, du microcircuit et des entrées-sorties. Il y a un autre projet qu'un de mes collègues a poussé devant moi cette semaine. Il m'a dit: t'aimes bien les Mac, regarde ça s'appelle Pico Mac Nano. C'est un passionné qui a refait des Mac Mini d'origine, Macintosh. Mais des Macintosh, pardon, pas des Mac Mini, pardon, les Macintosh classiques, le Mac classique avec le lecteur de disquette devant, avec le lecteur de disquette devant, le petit écran en noir et blanc, etc. Portable, enfin avec une espèce de poignée dans la masse, dans le dos au-dessus, oui, c'était dans le dos. Lui, il en a fait, et ils sont parfaitement fonctionnels également. Ça mesure 6 cm de haut. 6 cm, vous voyez ce que ça fait. Enfin, imprimé en 3D, Xavier. Alors, justement, il est parti d'un Raspberry Pico, donc les tout petits Raspberry, et il s'est rendu compte que là-dessus, il y avait moyen de faire tourner des émulateurs existants. Donc lui, il n'a pas fait l'émulateur, etc. Et il n'est pas parti sur la reprogrammation du CPU comme notre ami polonais pour les Atari. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Il est parti d'un Raspberry Pico et il a fait tourner un émulateur standard de Mac classique dessus. Et il a acheté des tout petits écrans, les plus petits écrans LCD qu'il trouvait, qui font 2 pouces. Et il avait un problème avec les écrans d'ailleurs, parce que les écrans sont au format 16:9 rectangulaire, alors que le Mac classique était plutôt un écran carré et 4/3. Et donc il se disait, bon, c'est pas grave, on va utiliser les drivers LCD pour retourner l'image, mais il n'y a pas cette fonctionnalité-là dans le driver LCD du Pico Nano. Donc il s'est dit peut-être que je pourrais les utiliser en landscape. Finalement, non, il a d'abord essayé de retourner par logiciel, mais le CPU était quasiment plein rien qu'avec l'émulateur de macOS, et donc il pouvait pas en plus retourner l'image. Donc il s'est dit finalement je vais utiliser mes trucs carrés et je vais simplement ne pas utiliser les deux côtés, et donc le faire utiliser. Alors il manquait quelques pixels en hauteur, enfin avec un peu de bidouille il a réussi à avoir macOS qui boot sur son Pico Nano. Alors il y avait un autre problème, c'est que dans le Pico Nano il y a une petite interface aussi pour mettre des memory cards, etc. Et donc ça rentrait pas dans la boîte idéale qu'il voulait faire. Il a fait une boîte de 6 cm de haut en imprimante 3D, Xavier, effectivement, avec une imprimante 3D. Et puis il a une version micro du Pico Nano, enfin ou Nano du Pico, enfin une version plus petite qui existe sur le marché, qu'il a pu acheter, et donc connecté avec l'écran, et puis un peu de magie pour faire rentrer quand même tous les câbles d'Alim, etc. C'est aussi alimenté en USB-C. Il a réussi à tout rentrer dans sa boîte, et puis imprimer toutes les pièces, les 4 faces, le sommet, de manière à ce que tout s'emboîte, etc. Et lui il les vend. Alors moi j'ai voulu acheter évidemment. Là il dit j'ai trop de demandes, je peux plus, parce qu'il doit tout imprimer, assembler lui-même, etc. Mais il les vend dans une petite boîte imprimée comme la boîte originale du Mac SE, avec un tout petit peu de frigolite pour emballer le truc, comme le Mac SE. Et on a le Mac SE qui sort, il suffit de le brancher en USB-C et le truc boot et on voit l'écran qui fonctionne, un petit Mac de 6 cm. Ça s'appelle Pico Mac Nano, je vous mets le lien évidemment dans les notes du podcast, vous scrollez un peu, vous allez trouver le lien.
c'est mignon comme tout, c'est joli, c'est beau. Il a vraiment passé du détail sur l'impression 3D de la fente pour la disquette, les différents boutons, le logo Apple en face avant, les fentes de ventilation sur le côté. Ouais, et en plus, ça boot et il le vend pour un prix, à mon avis, assez raisonnable par rapport au travail que ça va lui demander d'assembler ce truc-là, qui est 80 pentes, donc à peu près 100 euros. Ouais, à peu près. Oui, 100. Je trouve que ça les vaut. Enfin, moi je trouve aussi. Pour la démarche, etc. Pour le gag, c'est rigolo comme tout. Effectivement, je sais pas ce qu'en pense Xavier. Je trouve ça assez mignon. C'est un Mac, quoi. C'est un Mac. C'est mignon, un Mac. Oui, c'est ça. C'est peut-être le Mac le moins cher en plus. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Et le packaging, c'est vrai que la boîte, c'était le packaging est incroyable. Et c'était le logo qu'il y avait dessus. Hein. Il a reproduit le petit design, un etc. peu stylisé comme ça. Moi, je trouve ça assez champion, le gars. Et effectivement, il a une notice sur la partie commerciale sur le store en fait. Hein, il peut plus. Il peut plus. Non là, pour l'instant, c'est juste pas possible. Donc, par contre, c'est garanti 0 mois. C'est marqué. Je voudrais remercier mon collègue Jean-Baptiste Guillois qui m'a envoyé cette news et qui l'a poussé sur notre Slack. Merci Jean-Baptiste. Et c'est grâce à lui, grâce à toi si tu nous écoutes que j'ai découvert cela. Moi je trouve ça super sympa. On avait déjà vu, parce que je parlais de rétro gaming en début de chronique, on avait vu qu'il y avait eu 2-3 consoles de jeux qui avaient été revisitées en plus petit aussi, mais par l'industrie, quoi. C'était pas des initiatives personnelles, etc. Et ça fonctionnait aussi, et c'était du Raspberry à l'intérieur avec un émulateur pour faire jouer les jeux des différentes consoles en question. Donc voilà. J'espère que cet épisode, enfin cette news déjà, et puis tout le reste aussi vous a plu, vous qui nous écoutez et vous qui allez partager cet épisode avec vos amis si vous avez des amis. N'hésitez pas, je le disais en début d'épisode, à commenter et à liker, comme on dit. Merci à Xavier pour cet épisode très riche. Merci également à Sébastien. Vous voyez qu'on sait faire sans l'IA. On peut bon, on peut pas pour le faire toutes les semaines, hein, mais je vous assure, il est possible de trouver des news qui ne parlent pas de la guerre et qui ne parlent pas d'IA. C'est quand même magnifique. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Salut.